Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus en deuxième partie après 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 4 octobre 2022 et n'oubliez pas que l'eau est impropre à la consommation à Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade pour présence effectivement de grosses concentrations d'aluminium et les bains sont interdits en ce moment donc au bain des Amours et aussi à la plage de Rivière-Sens. Et notez qu'un deuxième suspect dans l'affaire des grands frères a été libéré. Faute d'éléments suffisants pour prolonger sa détention, il sera placé sous contrôle judiciaire, mais est donc toujours mis en examen. Et concernant le suraccident de la Jaille, pas de mandat de dépôt pour le chauffard qui a été placé sous contrôle judiciaire. Pour rappel, l'homme alcoolisé a foncé dans une zone sécurisée, faisant 5 blessés et un mort en la personne de Thierry Brassleur, 46 ans, employé de route de Guadeloupe et père de 2 enfants. Et on enchaîne avec ce coup de gueule d'un agriculteur qui réclame sa prime pour les vaches allaitantes. Pour se faire entendre et faire avancer son dossier qui tarde depuis des mois, il a bloqué la Chambre d'agriculture. Le reportage. Eh bien, ce matin, nous avons constaté qu'on a un éleveur en fait qui nous bloque l'accès à la chambre, à l'entrée de la chambre. Par rapport à un conflit qu'il y a avec, paraît-il, un technicien de la chambre. Par rapport à un dossier qui a été monté par celui-ci. Et en fait, aujourd'hui, il y a des soucis sur ce dossier. Et donc, cet éleveur voudrait que la chambre lui rembourse, c'est concernant une prime ADMCA, c'est-à-dire la prime pour les vaches allaitantes. Donc aujourd'hui, cet éleveur n'entend rien et il nous met à partir ce matin puisque les salariés ne peuvent pas entrer sur leur lieu de travail. Je dis à bloquer la chambre pour prime de DMCA, prime de vache allaitante. En fait, dossier moi l'année passée côté Ayo, ils ont récépissé moi et facture moi et là en décembre pour toucher qu'avant pas toucher. À crier yo a dit la DAF a dit vous n'avez pas fait de demande. OK, fait de demande à moi. Et là regardez crier technicien vous récépissé il a dit c'est un faux. Alors toujours pas ni discuter avec eux, il a cherché coupable. Juste moi il fait passer pour coupable, mais je dis là en venir réponse. À penser c'est la méchanceté, c'est méchanceté, il veut pas avoir tête à moi, c'est pour ça il a fait ça. Parce que l'année ça bon c'est moi seulement ma grande récépissé moi tout bité à moi il a dit moi qu'on c'est un faux. Alors moi quand dit ça c'est la méchanceté ça il a fait là et il a réaccusé moi encore. Charlie Sagarin que l'on connaît bien pour ses coups de gueule dans la profession. Et aujourd'hui, on célèbre le 64e anniversaire de la Constitution, un texte fondateur de la Ve République, bien trop souvent piétiné. À cette occasion, les élèves du collège Nestor de Kermadec ont assisté à une simulation de procès pénal, une manière pour eux de voir concrètement les acteurs et le fonctionnement de la justice dans le cadre d'une affaire de vol avec violence sur mineurs. Le reportage d'Olivier Félix. Vraiment très important. Aujourd'hui, on a un jour particulier. C'est l'anniversaire de la Constitution. Et partout en France, toutes les juridictions ont organisé des événements comme celui-là, comme celui que vous venez de voir. Ici, c'est des collégiens qui ont participé à un faux procès. Ailleurs, ça va être des séminaires. Et comme je suis en déplacement parmi vous, j'avais vraiment besoin et très envie d'assister à tout ce qui se passait, de voir comment les collégiens s'appropriaient les questions de justice, de voir comment la juridiction se mobilisait avec les collégiens. Et j'ai trouvé ça assez formidable. C'est une occasion unique de voir un vrai faux procès qui concerne un mineur, puisque malheureusement, ces enfants peuvent être également soumis aux faits que vous venez de voir, c'est-à-dire du vol avec violence en sortie de collège ou de lycée. Malheureusement, ce sont des phénomènes assez récurrents chez les jeunes gens. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment à l'occasion de cette journée nationale, de leur montrer jusqu'où on peut aller quand on commet un délit. Et puis comment fonctionne la justice, puisque ça s'accompagne avec l'équipe pédagogique du collège, aussi d'un travail autour de qu'est-ce que la justice, qu'est-ce qu'un juge, qu'est-ce qu'un procureur, un avocat. Et donc là, ils ont pu voir vraiment qui faisait quoi dans un procès, puisque
On a pris vraiment des acteurs, mais en tous les cas des vrais magistrats, des vrais avocats, un vrai greffier qui était là aussi. Et là maintenant, les enfants sont en train de voter, pendant que le tribunal délibère, sont en train de voter non seulement sur la culpabilité, puisqu'on a mis on a demandé au l'acteur mineur de ne pas reconnaître les faits pour que ça entraîne une réflexion, et puis sur la peine qu'il juge utile à mettre. C'est un très beau procès auquel j'ai assisté, où tous les collégiens étaient très mobilisés. C'était très bien fait avec tous les intervenants. Et ils sont en train de voter actuellement. Donc on va voir quelle est d'abord s'ils vont le déclarer coupable et voir la sanction ensuite qu'ils vont prononcer. Ça me permet de découvrir le rôle d'un assesseur parmi les juges, la procureure, les avocats, mais aussi de savoir qu'est-ce que c'est de faire partie du membre de la justice. Il y a vraiment eu une adhésion de la part des personnes que vous avez pu voir ici, qui ont préparé le dossier, qui ne sont pas arrivés comme ça, mais qui ont vraiment mis beaucoup de cœur à faire passer un message. Et puis aussi dans l'idée que ce tribunal, espérons que ça va durer, va s'inscrire maintenant dans sa cité, s'ouvre aussi, et c'est vraiment le tribunal de tous. C'est aussi cette idée-là qu'on a voulu montrer. Et on se rend au Jardin botanique à Deshaies pour le Forum des métiers de la mer. En prévision de la route du Rhum qui partira le 6 novembre prochain, les organismes de formation mettent en avant les métiers et filières maritimes. Le reportage de Charlie Dagonia. Ce forum, c'est de donner une information sur les métiers de la mer, puisqu'en 2022, c'est l'année de la route du Rhum. Donc nous, on est déjà inscrits dans cette thématique-là. Et puis, Jardin botanique, on est dans l'économie verte, mais on aime la mer. On est toujours sur la mer quand il y a le Traditour, quand il y a le championnat de voile traditionnel. On va traditionnellement chercher des gens, des plaisanciers au port de Deshaies, parce qu'on est un des sites qui permet aux gens de descendre de leur bateau pour connaître un peu la Guadeloupe. Donc on est entre l'économie bleue et l'économie verte, nous. Donc on aime bien ça. La région est présente, accompagne ce forum et tous les forums de ce type-là. La volonté régionale, on le sait, c'est celle de promouvoir la croissance bleue, de se servir de cet atout phénoménal de notre territoire, cet immense territoire maritime, cette zone économique exclusive, et de faire en sorte qu'on puisse en profiter pour un développement économique durable. Et surtout un développement économique qui se traduise en emplois locaux et en emplois durables. Et donc évidemment, c'est assez naturel de venir dans ce genre d'espace où il s'agit de promouvoir les métiers et les filières du maritime pour que nos jeunes puissent s'y destiner, s'y former, y faire carrière et ce faisant contribuer à cette croissance bleue durable de l'archipel Guadeloupe. À partir de la classe de 3e, donc les élèves peuvent venir au lycée de Blanchette. Alors s'ils s'inscrivent pour le CAP maritime, ils pourront par la suite être matelots sur n'importe quel navire, matelots ou mécaniciens 250 kW. Donc 250 kW, ça veut dire qu'ils sont limités en puissance machine sur les navires sur lesquels ils peuvent embarquer. Mais en tant que matelots, ils peuvent être matelots sur tous les types de navires. Ou alors ils peuvent s'inscrire aussi en bac professionnel. Et le bac professionnel, c'est en 3 ans. Ils auront la seconde, la première et la terminale. Et à l'issue de la terminale, quand ils ont le bac professionnel, ils peuvent avoir le capitaine 200 et le capitaine 500. Le réseau Jeunesse Outre-mer, lui, présente le passeport réussite, une sorte de clé pour la création d'entreprises. Pendant une semaine, les futurs entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement personnalisé pour mener à bien leurs projets. Regardez. Jeunesse Outre-mer, c'est un réseau professionnel. C'est le premier réseau professionnel qui a été mis en place en 2013 en France. Et depuis 2019, nous sommes sur la Guadeloupe, Martinique, Guyane et également Saint-Martin. Et nous sommes là pour favoriser l'insertion sociale, professionnelle et également la création d'entreprises. Le dispositif qu'on met en place, donc le lancement Passeport Réussite, c'est pour les jeunes de 18 ans à 30 ans et c'est pour favoriser la création d'entreprises. Au total, on doit recevoir 200 bénéficiaires pour ce dispositif. Chaque semaine, on reçoit 20 bénéficiaires qui vont tous suivre une semaine de programme intensif. Il y aura une partie, ça sera de l'idée au projet que j'anime, où ils vont voir les prémices pour définir son idée, son concept, sa cible, travailler leur stratégie commerciale et marketing, les premières prévisions financières. Ils vont avoir une autre partie avec, ça va être moi tout de suite maintenant, où ils vont travailler leur posture entrepreneuriale avec Yannick Jotam. Ils vont également voir c'est quoi les filières d'avenir aujourd'hui en Guadeloupe.
quels sont les secteurs d'activité sur lesquels on peut développer son activité, sur lesquels il y aura de la rentabilité, il y aura du travail. Ils vont également avoir une session avec Gilles Casimir sur du coaching en groupe et individuel. Et ils vont finir la semaine avec les essentiels juridiques avec Caroline Khalil, donc pour savoir c'est quoi la forme juridique la plus adaptée à son activité, quoi choisir en fonction de sa situation personnelle, si on est salarié, pas salarié, etc. Parce qu'il y a plusieurs spécificités quand on est créateur d'entreprise et en fonction, il faut choisir la bonne forme juridique. Le plan Action Jeunesse est un ensemble de dispositifs qui soutient l'insertion des jeunes de 16 à 35 ans dans leur projet de vie, que ce soit la création d'activités, l'emploi, la formation, etc. Aujourd'hui, le PAGE, le plan Action Jeunesse, soutient toutes les initiatives jeunesse, celles qui peuvent apporter une plus-value, celles qui finalement valorisent un petit peu les jeunesses et les ressources que nous avons sur notre territoire. Et donc c'est important qu'on puisse effectivement participer. Ils prennent contact avec nous sur le site internet jeunesseoutremer.org et il a toutes les informations nécessaires. Nous sommes très réactifs, donc ils n'hésitent pas. Et on se rend sur la municipalité sainte-anaise qui accueille 8 jeunes en contrat de service civique. Nous remercions l'État et la région de leur participation à ce recrutement. Pourquoi? Parce que nous savons que ce n'est pas évident de permettre à ces jeunes d'acquérir des expériences et des connaissances dans un domaine bien précis, sachant actuellement, dans ce monde actuel, pour être recrutés en tant que jeunes diplômés, ils ont du mal. C'est une opportunité pour eux en ce jour de pouvoir s'affecter dans les différents services pour acquérir des savoir-faire, des savoir-être et des compétences qui pourront enrichir leur CV par la suite. C'est un engagement, effectivement, mais il faut que le jeune, durant cette mission, il représente l'organisme qui l'a recruté, la collectivité qui l'a recruté. Donc il faut qu'il soit ponctuel, rigoureux dans ce qu'il fait et en même temps, ça lui permet aussi de se faire connaître et d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. C'est une volonté du président Richard Luce de mettre en place, d'accompagner en tout cas toutes les collectivités de Guadeloupe sur la mise en place, le déploiement des emplois civiques. Donc on a commencé, c'est possible, depuis 2017. La région s'engage à supporter la part que les villes auraient dû mettre sur ce contrat. Nous avons effectivement reçu énormément de CV. Mais vous savez, dans toute chose, nous devrions regarder, analyser la motivation, le savoir-être, le savoir-faire et le diplôme par rapport à la mission recherchée par ce jeune. Pour l'instant, dans un premier temps, nous avons pu recruter 8. D'ici 2 mois, nous allons pouvoir recruter 12 parce que nous avons d'autres services, notamment la vie scolaire, les animateurs, et nous sommes en train de travailler dessus. La région permet à la municipalité justement de favoriser l'intégration de ces jeunes au sein de leurs équipes. La région va aider toutes les communes de la ville de Guadeloupe pour pouvoir justement supporter cette dépense. Aujourd'hui, elle est un peu plus de 111 €. La région met la part ville pour l'État met la part ville de 111 €. La région qui s'est engagée à supporter pour les villes cette part. Donc c'est normal que la région soit avec ces jeunes, c'est normal que la région soit avec ces municipalités qui veulent justement mettre du dynamisme sur leur territoire. Pour pouvoir être éligible, il faut déjà nous faire parvenir les missions que les jeunes doivent effectuer, un calendrier d'accueil et surtout, il faut que nous, à notre niveau, nous fassions un tri dans les missions parce que le jeune ne peut pas remplacer un salarié. Le jeune est là pour, on va dire, pour apporter quelque chose, de nouvelles idées, être force de proposition, mais il ne peut pas non plus remplacer un salarié. Donc il faut que la collectivité nous envoie un courrier avec les missions et il faut que les missions rentrent dans les missions du service civique. Il faut que le jeune soit âgé de 16 à 25 ans. Enfin, effectivement, il y a certains critères, mais nous sommes là pour accompagner les collectivités, les associations dans leur démarche. Et maintenant, je reçois 2 mangaka, à savoir Dwayne Uno et Mike Dambi, les créateurs du manga The Last Kamite. Ils sont en compagnie de David Bias, producteur effectivement de ce manga. Bonsoir messieurs. Bonsoir Harold. Alors la dernière fois qu'on s'était vu effectivement c'était il y a un peu plus d'1 an, donc en janvier 2021. Vous nous aviez annoncé que le tome 2 de The Last Kamite allait sortir dans le courant de l'année 2021-2022. Vous avez tenu parole. Voilà. Comment ça a été possible ?
Comment on a bouclé? Du travail, du manque de sommeil, et voilà. Beaucoup de manque de sommeil pour livrer. Voilà, le tome 2 c'est sorti le 16 septembre 2022. Ouais. Et depuis, malheureusement là on n'a pas pu en apporter avec nous là ce soir, mais dès demain, puisque la Caribule commence demain, on aura des exemplaires avec nous. Et, voilà. Justement, Caribule, vous serez les parrains de cette 11e édition du Festival Caribule, donc qui met en avant la bande dessinée qui est supplantée carrément par l'univers manga. On peut dire ça ou pas? Actuellement, oui, puisque la France est troisième consommatrice de manga dans le monde, après le Japon, puis les États-Unis. Voilà, c'est la France et exact. On est de gros consommateurs, donc ça fonctionne très bien. Les enfants adorent, mais pas que les enfants. Ouais, les adultes aussi, hein. Les anciens enfants aussi, voilà. Les anciens enfants. Voilà. Vous avez fait la Japan Expo? Oui, on l'a fait. C'était notre première. C'était waouh. C'était waouh. Après, je sais pas, David, côté. Oui, on l'a fait. La Japan Expo, c'était incroyable. Hein. Il y avait des belles rencontres. C'était vraiment un moment, on va dire, important dans le développement. La Japan Expo, comme tu l'as dit, Dwayne. Et oui, avec. Il faut se placer. Il faut pouvoir se placer. Il faut être visible. Et avec l'ambition, bien sûr, d'accélérer l'année prochaine, être encore plus visible, encore plus performant. Comment justement de l'Ascamit est accueilli? Le succès, l'accueil est vraiment incroyable. Déjà, on remercie tous les fans, toutes les personnes qui prennent le temps d'interagir avec nous, peu importe la forme, c'est important. Même le festival Caribule aussi, c'est important aussi. Donc tous les acteurs qui ont permis de rendre ce festival possible, merci à tout le monde. Même merci à toi aussi, Harold. C'est incroyable. Et mais après, l'interaction avec le public c'est toujours un moment fort pour nous parce que ça nous redonne du courage, de l'énergie. Parce que finalement, monter un projet comme ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est une aventure concrètement. Et vraiment, le point d'orgue, c'est à chaque fois quand les fans on discute avec eux, ils nous disent les points améliorés, mais aussi l'impact que ça a eu un petit peu à travers la découverte de l'Ascamit. Il y a eu des personnes qui sont plus représentées, qui ont pu voir des choses, découvrir des choses aussi. La dimension afro-manga, justement, ça prend bien. Ça prend bien et c'est incroyable. Qu'est-ce qui a été compliqué sur le tome 2? Puisque là, vous êtes dans un shonen, vous êtes parti sur une histoire qui va être longue. Qu'est-ce qui est compliqué pour passer d'un tome 1 réussi à un tome 2 réussi? Vu l'engouement du tome 1, du coup, ça nous met un petit peu la pression. Parce que généralement, si le tome 1 marche, est-ce que du coup, on va réussir à faire mieux? Je pense... Et en tout cas, pour l'instant, les premiers retours qu'on a, c'est que c'est assez positif, en sachant qu'on a rajouté de 50 à 60 pages de plus sur le tome 2. Donc on raconte beaucoup plus de choses. On nous a dit c'est trop court déjà sur le tome 1, on en redemandait déjà. Voilà, ils nous ont dit on a encore faim. Et, et du coup, on a rajouté 50 à 60 pages de plus. Et également, on a écouté les retours de tous les lecteurs. C'est-à-dire qu'on a pu corriger les défauts qu'avait le premier tome sur le tome 2, mettre un peu plus d'histoire sur le tome 2, mettre un peu plus de scènes d'humour, de combat, de découverte, de décors. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et puis, par rapport au tome 1 qui est sorti en plein Covid, là, du coup, tome 2, pas de Covid, mais sans confinement. Donc là, on peut faire les salons, ça change tout. Ça change vraiment la donne et puis du coup c'est comme ça qu'on est sur tous les salons chaque week-end, un peu partout, chaque week-end, tous les salons possibles et imaginables. Vous êtes invité, on sait qui vous êtes ou bien vous devez vous imposer? Ça dépend des salons. Mais en tout cas, nous on fait vraiment tous les salons possibles. Par rapport à l'effectif, on essaie de faire le plus de salons possible et voilà. Hein. Alors. Quand vous faites ces salons-là, vous nous avez dit effectivement que vous avez des remontées. Donc déjà, vous n'êtes pas un format conventionnel, vous n'êtes pas un format de manga conventionnel. On va dire que est-ce que les puristes rechignent un petit peu ou bien est-ce qu'ils se laissent convertir gentiment à cette évolution, on va dire, dans le manga?
C'est un format original, donc ça sort un petit peu de ce qu'on connaît. Alors pour les téléspectateurs, techniquement, ça devrait être qu'en noir et blanc. Pour être vraiment un manga, ça devrait être qu'en noir et blanc. Et celui de droite à gauche. Et celui, effectivement, de droite à gauche, vous avez choisi donc le format couleur. C'est ça, format couleur, format A5 également. Donc on est beaucoup plus, on est un peu plus grand qu'un manga classique. Et puis voilà, on a fait le pris parti de partir sur quelque chose d'un peu plus original, avec un thème original, des décors originaux, une histoire originale, et puis pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que tu en penses, David? Justement, moi je pense que quand on est puriste aussi, le but d'un puriste, quand on n'est pas de manga, on veut découvrir de nouvelles choses. Et avec The Last Comic, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses aussi, une nouvelle façon de découvrir les shonen, de découvrir les mangas. Et je pense que même les puristes, justement, ils apprécient la démarche et ils sont prêts à faire le pas avec nous dans cette aventure. C'est un pari risqué. C'est un pari. C'est difficile. Non, mais c'est aussi une belle aventure. C'est aussi un moment... franchement, je pense que le tome 1, le tome 2, c'est une aventure incroyable et c'est que le début. Donc, ouais, c'est un pari risqué, mais c'est un pari qui paye. Vous visez combien de tomes? Dans un premier temps, après l'infini, oui. Ouais. Mais dans un premier temps. Dans un premier temps, pour boucler, on va dire, le premier chapitre, 7 tomes, de 7 à 21 tomes. Mais au minimum, il nous faut 7 tomes. Minimum, c'est 7 tomes. Minimum, c'est 7 tomes. Ok. Minimum 2, c'est 21 tomes. Et après, le but, c'est d'aller le plus loin possible, faire des animés, des jeux vidéo, avoir un film. L'animé pourrait arriver donc après les 7 premiers tomes. C'est là que ça pourrait devenir intéressant. Ça dépend. Ça pourrait arriver, je sais pas, le mois prochain ou courant 2023. Ça dépendra si on a un annonceur qui nous back, puisque financièrement c'est très lourd à porter. C'est lourd. Donc voilà. Après c'est sans annonceur, on va essayer de faire les choses par nous-mêmes. Parce que vous faites déjà des petites animations de votre côté. Voilà, exactement. Après, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, faire ça plus faire la BD, voilà. Il y a un choix à faire pour le moment. Mais on reste confiant que plus gros que nous soient intéressés et puis décident de mettre les billes avec nous et partent à l'aventure. Ah, mais quand on voit un peu l'impact de Black Panther dans le cinéma afro, à un moment donné, je pense qu'ils verront le créneau et qu'ils devront investir, puisqu'on attend notre animé, vous le savez. C'est prévu, hein, mais on ne peut pas encore... D'accord, bon, on ne va pas vous presser. Le tome 2 est sorti, à quand la sortie pour le tome 3 ? Oui, on prend déjà les engagements sur le plateau, comme ça vous avez des deadlines. Pour le moment, c'est le 16 septembre 2023. Après... il y aurait une date anniversaire peut-être des sorties Pour le moment, on s'est fixé chaque 16 septembre. Okay. Après, justement, après le 3e tome, on va essayer de faire une sortie tous les 6 mois. Mais voilà, c'est voir si on arrive... Alors là, vous allez passer à temps plein, là. C'est justement ça, voilà. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais voilà, on croise les doigts pour rassasier ceux qui veulent. Ouais, on a faim. Alors, on va reprendre quand même le programme, puisque vous êtes sur le Caribule. Où est-ce qu'on pourra vous voir? Est-ce qu'on pourra participer à des ateliers? Comment ça se passe? Le festival caribéen de Caribule se déroule du 5 au 16, si je ne me trompe pas. En termes d'adresse, c'est la médiathèque Paul Mado à Maro et la maison communale à Vonche, sachant qu'il y a aussi des animations au fort Fleur d'Épée et au fort Delgrès. Et vous, on vous voit où et quand? Fort Fleur d'Épée. Vous serez là tous les jours? Quasiment. Tous les jours du festival, on est là. On est là. On aura droit à quand même des petits cours de crayon? C'est prévu sur place, aussi dans des écoles, avec des élèves. Et c'est initiation de manga, dédicaces. Voilà. Il y aura peut-être des talks aussi. Ouais. Tout ce qui... tout... On sera un peu partout pendant la semaine. On sera partout. On est venu principalement pour ça. On est partenaire de la 11e édition, donc
on va les honorer. Et déjà, c'est un plaisir d'être ici. Exact. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. Dernière petite question, puisqu'il y a de l'ascamite, mais ça commence à bouger dans l'univers manga guadeloupéen, je parle, puisqu'on a certains créateurs. Est-ce que vous avez un autre manga en vue? Un autre manga en vue de guadeloupéen, de créateurs guadeloupéens, qui serait sympa. Nous, le premier qu'on avait vu, mais on n'arrive pas à retrouver l'auteur, c'est Waldo Papaye. Waldo Papaye. Waldo Papaye. Je note. De Toshide et son vrai prénom, c'est Alexandre Sainte-Rose. Alexandre Sainte-Rose. Ouais. Si tu nous regardes. Et vous le cherchez parce que vous ne pouvez pas. Parce que c'est un manga afro-caribéen qui est sorti bien avant nous, qui est vraiment top. Je crois que c'est le premier. Pour moi, c'est le premier. Et on aurait bien voulu qu'il puisse continuer. Parce qu'il n'y a qu'un tome qui est le premier qui est sorti. Je crois qu'il y a le 2, le 3 en numérique, mais voilà, il n'y a pas... C'est pas achevé, vous en demandez. Ça, c'est pas... À suivre. Affaire à suivre. Est-ce que vous pensez à une fusion peut-être avec d'autres équipes pour d'autres créations? Pourquoi pas? Après, on verra avec le temps s'il y a des opportunités, si on a exactement la même vision des choses. Mais nous, de toute façon, on n'est pas fermé. Le but, c'est de s'agrandir et... Créer un multivers comme Marvel. Un multivers. Clairement. De toute façon, c'est ce qu'on fait déjà. C'est qu'on est aussi une maison d'édition, donc on essaie de trouver d'autres talents qui n'ont pas eu forcément la même visibilité que nous. Et ce que les gens ont pu faire pour nous, on va essayer de le faire pour les autres. Et si du coup on arrive à créer plusieurs héros et héroïnes dans le même univers, ça permet de créer un multivers. Et ça serait top. C'est tout ce qu'on nous souhaite, clairement. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On invite effectivement tous les téléspectateurs à se joindre aux activités liées justement à cette 11e édition de Caribou. Les parrains sont donc les 2 mangaka créateurs du manga de l'Ascamite. Vous pourrez bénéficier de leurs conseils si vous débutez dans le dessin. En tout cas, n'hésitez pas à leur rendre visite. Merci encore. Et on part pour la marche des seigneurs de la ville de Bémao, en top départ pour lancer les manifestations de la Semaine Bleue. Ce serait bien que vous passiez au niveau des aînés d'ailleurs pour leur expliquer c'est quoi le manga, histoire de les mettre un petit peu à jour. Le reportage. La vie ne s'arrête pas à 60 ans ou la vie ne s'arrête pas parce que nous sommes plus âgés. Et dans cet esprit-là, il y a ce qu'on appelle la Semaine Bleue que nous vivons aujourd'hui pour mettre en valeur un petit peu nos aînés. Et vous savez un peu l'importance des aînés dans notre société. Alors, beaucoup d'activités, effectivement. Aujourd'hui, on commence par une marche. Nous aurons également des stands de prévention, des formations, des dépistages du diabète, des maladies qui sont connues chez nous. On a également prévu des sorties cinéma, des sorties à la piscine, etc. pour nos aînés. Vous voyez un petit peu leur vigueur derrière moi. Il y a également des ateliers culinaires, il y a toute une somme d'activités cette semaine qui vont nous permettre d'honorer nos aînés. Si on cherche vraiment la vigueur, le dynamisme, il faut vraiment regarder dans le sens de nos aînés. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter et ils n'hésitent pas à le faire quand ils sont mis à l'honneur. Il faut penser à tout le monde. Il y en a qui ne sont pas véhiculés. Et dans le cadre de la marche, en cas de défaillance ou de fatigue de certains de nos aînés, il y a un minibus qui va récupérer les aînés qui ne pourront pas aller jusqu'au bout. Donc tout le monde est invité à participer. Il n'y a pas d'exclus dans ce cadre de la Semaine Bleue. Et aux Abîmes, il était question de transmission autour de la biodiversité guadeloupéenne. Les enfants de la ville bénéficient ainsi de l'expérience et du savoir des aînés sur nos milieux naturels. Les 2 générations ont procédé d'ailleurs à la plantation d'atoumo et de citronnelle, 2 plantes aussi utiles que symboliques. Le reste en images. La transmission est importante. Tout doit passer par les enfants. Et donc les personnes de la Semaine Bleue, les 3e âge, comme on les appelle, les seniors, eh bien, ils ont tenu à répondre à l'invitation du maire Éric Jalton qui a souhaité mettre en place ce projet de plantation d'herbes médicinales, à savoir 2 plantes symboliques de chez nous, l'atoumo et la citronnelle.
Donc c'était très important pour nous. Déjà, il faut cette intergénération, mais il faut aussi que les anciens parlent aux jeunes pour qu'il y ait cette transmission, qu'elle soit assurée. Les enfants vont tout à l'heure rencontrer Madame Gustave, qui va leur transmettre tout son savoir. Donc suite à cela, elle va expliquer les vertus de certaines plantes médicinales. Il va y avoir une plantation où les enfants vont participer et puis ensuite nous allons accueillir au sein de la restauration scolaire les seniors aujourd'hui. Je porte un point d'honneur à cette initiative dans le cadre de la Semaine Bleue d'informer nos enfants sur notre biodiversité, sur nos plantes. Nous avons 625 plantes médicinales en Guadeloupe et ces deux que nous présentons aujourd'hui méritent d'être connues parce qu'elles sont très communes, très faciles à cultiver et peu difficiles à entretenir. L'essentiel pour nous, c'est de permettre aux personnes âgées de se rencontrer, de ne pas rester seules, de sortir de leur isolement. Et pour cela, nous les sortons. Dernièrement, ils étaient à Ravenshoe. Ils ont des séjours aussi dans des hôtels. Donc c'est très important pour nous. Et de leur permettre aussi de se rencontrer lors de tournois, de jeux. Il faut qu'ils s'occupent. Il ne faut surtout pas qu'ils restent seuls. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, un focus spécial Chambre des métiers. Nous vous présenterons les formations. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. Désolé, j'ai pas eu le temps d'ouvrir l'appli. On se retrouve tout à l'heure.